Quand on sort de nos études de diététique, on se rend vite compte que la réalité des consultations est parfois très différente de ce qu'on avait imaginé. On pensait parler alimentation, équilibre nutritionnel, conseils pratiques, et puis face aux patients, on réalise que c'est pas toujours suffisant. L'information nutritionnelle, les recommandations, tout ça, évidemment, ça fait partie de nos consultations, mais pour aider réellement nos patients à mettre en place des changements durables dans leur quotidien, il est souvent nécessaire d'aller plus loin, travailler sur leur comportement, leur motivation et pour ça, se former à de nouveaux outils. C'est là qu'entre en jeu la diététique comportementale. Mais qu'est-ce qu'on entend exactement par ce terme? À partir de quand on peut se qualifier de diète comportementale? Et surtout, comment rester dans son rôle de diète quand on commence à explorer des outils qu'on pensait réservés plutôt au domaine psy? Aujourd'hui, on va parler de tout ça avec Cassandre, une diététicienne qui a fait le choix de se former dès l'obtention de son diplôme et qui a mis en place de nombreux changements au fil des années dans ses consultations. Elle nous partagera sa vision et sa définition de la diététique comportementale, son parcours, les ajustements qu'elle a fait dans ses consultations, les difficultés rencontrées au départ, mais aussi les bénéfices pour elle et pour ses patients. On évoquera ensemble la place de l'alimentation dans ce type de suivi, les limites à garder en tête et les conseils qu'elle donnerait à celles et ceux qui souhaitent s'engager dans cette voie. L'idée, c'est de donner des repères concrets pour mieux comprendre ce qu'est la diététique comportementale, ce qu'elle n'est pas et comment chacun peut s'y retrouver selon sa pratique. Allez, c'est parti. Bienvenue sur le podcast Entre deux passions. Je suis Élise Bricot. Et moi, Marion Baudin. Nous sommes toutes les deux diététiciennes et on va vous parler ici de nos expériences en libéral. Vous avez envie de booster votre activité, D'être plus créatif et plus efficace dans vos consultations? nous aborderons dans ce podcast des thématiques qui nous tiennent à cœur et nous répondrons à vos questions. Allez, c'est parti? Bonjour Marion, bonjour Cassandre. Hello! Bonjour à toutes les deux, bienvenue aussi sur le podcast Entre deux patients. Ici, c'est un podcast créé par des diététiciens pour les diététiciens pour les diététiciennes. Donc, si vous arrivez pour la première fois sur ce podcast Entre deux patients avec Marion, nous, on est ici super contents de vous accueillir. Donc, depuis 2020, on vous accueille ici sur ces podcasts, que ce soit sur YouTube ou sur toutes les plateformes audio. On est là pour partager nos expériences, nos astuces concrètes de diététicienne en libéral et aussi plein d'idées folles pour rendre votre quotidien de diététicien un petit peu plus inspirant, un peu plus facile aussi tous les jours. Aujourd'hui, on avait envie d'aborder un sujet qui revient quand même de plus en plus dans nos pratiques, c'est la diététique comportementale. La diététique comportementale, c'est un terme qu'on entend souvent, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce terme? Comment concrètement ça se traduit en consultation? Et puis aussi, la question qu'on se posait, c'était comment rester, nous, dans notre rôle de diététicienne quand on commence à utiliser ce genre d'outils. Alors, pour en parler, aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Cassandre Gratte-Panche. Elle est diététicienne en libéral à 100% à full-time. Elle habite pas tout à fait. Tu nous expliqueras là. Et du côté de Nîmes, donc dans le sud de la France. Et donc Cassandre, un tout grand merci d'avoir accepté notre invitation. Et voilà, on est vraiment impatient que tu nous partages ta vision du métier, ton expérience professionnelle aussi, voilà, dans ton quotidien. Donc oui, merci Cassandre d'être là aujourd'hui avec nous. Alors nous, on te connaît quand même un petit peu, c'est pour ça qu'on a choisi de t'inviter, parce que quand on a évoqué le sujet de la diète comportementale, on s'est dit, ah, ce serait bien d'inviter une diététicienne à venir échanger avec nous sur ce sujet-là, une diète qui justement a modifié, changé ses consultations et passé à une approche plus comportementale. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter rapidement et te dire comment t'es venu, comment tu t'es intéressé en fait à la diète comportementale? Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi? Ok, déjà, un grand merci. C'est beaucoup d'honneur d'être là pour la petite Cassandre qui étudiait le BTS et qui pleurait sur ses cours d'éco-gestion de physiologie et qui, du coup, j'écoutais entre deux patients, entre deux cours. Et donc, ça permettait de se dire, bon, allez, j'en chie maintenant, mais après, ce sera cool. Donc, déjà, c'est vraiment chouette d'être là avec vous. Du coup, au niveau de mon parcours et pourquoi la diète comportementale,
Ça vient déjà, je suis en reconversion professionnelle, donc je suis diététicienne depuis bientôt, ça fait que 2 ans quand même, mais j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus. Bref. Euh, en fait, l'approche comportementale, c'est ce que je visais depuis que je me suis réorientée. De pouvoir avoir en fait un suivi qui prend tout en compte et un suivi que moi j'aurais aimé avoir en fait quand j'étais plus jeune parce que j'ai un parcours avec l'obésité, un bypass et donc du coup quand je me suis réorientée, je voulais quelque chose qui me corresponde. Ok. Et donc du coup, j'ai eu vraiment envie d'avoir quelque chose de global. Alors j'aimais bien tout ce qui était médecine intégrative, tous ces trucs-là. Je me suis dit comment on peut, enfin, qu'est-ce qui existe en diète pour qu'on ne soit pas que sur de l'alimentation, les clichés qu'on peut avoir sur les diètes. Et donc du coup, je suis partie en comportemental quasiment pendant mes études en fait. Je me nourrissais je disais, je pleurais sur l'éco-gestion, je me nourrissais derrière de livres, de podcasts sur la diète comportementale qui permettait un peu d'équilibrer ce Ok. côté. Et du coup, je ne suis pas 100% libérale parce qu'en fait, j'ai aussi un tout petit temps de travail dans une CPTS où je suis chargée de projet. Et donc, j'ai le plaisir de pouvoir côtoyer plein de professionnels de santé, de pouvoir mettre des petites graines aussi dans ce milieu-là. Comment est-ce que tu pourrais définir, selon toi, ce qu'est la diététique comportementale? Alors, vraiment, ma vision à moi, c'est ce côté-là de pouvoir prendre en charge tous les aspects de la vie du patient. On a certes, enfin de prendre en compte, pardon, on a l'alimentation et tout ça, mais on va avoir ses habitudes, le côté forcément psychologique, les schémas de pensée qu'il peut avoir, toutes les pensées qui peuvent venir. On a aussi l'éducation qu'il ou elle a pu avoir. On va avoir vraiment on va pas regarder que l'assiette, on va avoir tout ce qui tourne autour et aussi le côté psychologique. Le rapport au corps, le rapport à l'alimentation, le rapport à la santé aussi sont vraiment 3 piliers fondamentaux. Ok. Et durant tes études, c'est des choses que tu n'avais pas du tout dans le BTS en France, c'est des sujets dont on n'en parle pas du tout. Non, 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 il y a quelques lignes peut-être dans les cours de physiopatho quand on parle de TCA. Moi, je sais que les cours quand on parlait de surpoids, obésité, m'hérisser les poils. Quand chaque chose, on était sur la perte de poids, de la restriction enfin, il y avait vraiment que le côté physio qui était en compte la plupart du temps. Alors, n'enlève pas du tout le côté physio qui est indispensable à notre métier et tout ça, ça c'est sûr. Mais il manquait la part un peu humaine en fait dans les cours, dans le sens où on n'est pas que des machines. Et ça, je trouvais ça frustrant dans les cours qui est pas ce côté-là de psychologie, en fait. On n'est pas du tout armé pour faire face à des humains avec leur éducation, leur psychologie, leur passé. On est là, on est armé pour avoir un tube digestif, des apports, des dépenses. Mais le reste, on n'est pas armé, en tout cas dans les cours, pour y faire face. Comment alors, donc voilà, tu t'es dit, voilà, déjà pendant tes études, tu avais bien compris le truc voilà, on abordait un sujet, mais il y avait une grande partie de la réponse que tu attendais, en tout cas peut-être en ayant démarré tes études de diététique, que tu n'as pas reçu directement dans tes études et que tu as dû aller piocher à côté. Est-ce que tu peux peut-être nous dire où tu allais piocher des choses et comment ça s'est passé? Enfin voilà. Alors, pendant les études, j'étais au fait que ce soit juste un diplôme qui nous permettait après d'ouvrir la porte sur notre vraie pratique et que c'était juste le step 1 pour pouvoir après s'orienter dans ce qu'on voulait faire. Si on voulait être pro en diabète, en oncologie, enfin voilà, on abordait forcément le BTS effleure tout pour qu'on ait des compétences, mais on ne peut pas avoir toutes les compétences dans tous les domaines on étudie. Je me suis je lis énormément. Que ce soit tout plein de livres sur la diététique, mais que ce soit le sport et tout ça, il y avait tout ce qui était la psychologie. Enfin, donc, je me suis vraiment
nourrie de tous ces livres, comme je te disais, les podcasts, que ce soit français, mais aussi au Québec, au Canada, ils ont pas mal de l'avance sur nous. Je me suis beaucoup formée aussi avec le CFDC, Centre de formation en diététique. Oui, peut-être expliquer ce que c'est, oui. Centre de formation diététique comportementale avec Florian. Euh, et je suis une curieuse en fait, donc j'aime comprendre comment on fonctionne et c'est ça, quand la physio, quand les choses étaient trop éloignées de ce que j'avais envie, et quand j'avais plus envie de travailler, sauf que j'étais avec le CNED, donc toute seule à travailler, il fallait bien quand même un peu de grain à moudre pour pouvoir continuer. Et donc, du coup, j'ai regardé, je regardais des vidéos, tout ce qui pouvait passer. Ok. Ok. Donc du coup, donc déjà dès ton BTS, finalement, toi, tu allais piocher déjà des choses dans la diététique comportementale. Est-ce que quand tu as lancé tes consultations, j'imagine que tu n'as pas mis en place tout d'un coup et que finalement, au fil de ton aventure du libéral, tu as mis en place des nouveaux outils, des nouvelles façons de faire. Parce qu'on l'a dit, quand on sort du BTS, même si tu as pu déjà aller voir un petit peu quels outils existaient, on n'a encore pas toutes les clés. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'évolution de tes consultations? Est-ce que quand tu as commencé à mettre en place des outils comportementaux, tu t'es senti tout de suite légitime? Je dis ça parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est ça un peu qui est difficile dans notre métier, c'est qu'en fait, on n'aborde pas du tout le sujet en BTS et qu'en fait, quand on se lance en libéral, on a envie d'aller explorer ce terrain-là, mais que finalement, on se forme de son côté, puis que des fois, on ne se sent pas forcément légitime pour mettre en place ça dans ses consultations. On se dit, mais tiens, je sors peut-être un petit peu de mon rôle de diététicienne. Quelle est la limite? Qu'est-ce que je peux utiliser en consultation ou pas? Il y a vraiment tout ce flou. Et je pense que toutes les diètes qui vont se former à la diète comportementale passent par une étape de, ah oui, en fait, ça ressemble plus du tout à mes consultations que je faisais avant. Et qu'est-ce que, voilà, comment j'arrive à gérer tout ça? Je ne sais pas si toi aussi, tu as eu ces questionnements-là. Si, la montagne d'outils, de choses à mettre en place, parce que c'est vraiment un peu, alors pas à contre-courant, mais c'est déstabilisant, c'est sûr, par rapport à tout ce qu'on a appris et à l'image qu'on a aussi du métier qu'on peut avoir eu il y a les années précédentes. J'ai eu en fait la chance, on va dire, que j'ai été diplômée en octobre et en fait j'ai déménagé, donc je suis originaire du Nord, et j'ai déménagé en janvier. Donc, du coup, pour éviter trop de paperasse, j'ai ouvert réellement mon cabinet qu'en janvier. D'accord. Donc, du coup, j'ai eu 4 mois, ouais, pour pouvoir me former, pouvoir préparer en fait mon libéral. Alors, je me suis formée du coup avec Élise pour pouvoir cadrer les consultations parce qu'effectivement, à part les consultations à l'hôpital et encore quand on est je sais pas, en endocrino et qu'on voit enfin, ça permet pas de faire des consultations en libéral. Donc, il y avait déjà cette base-là de pouvoir avoir des trames de consulte, de savoir faire un bilan, de faire un suivi. Comment on fait? Donc, qui était un filet rassurant, en fait, d'apprendre, de mettre un premier pied, en fait, dans le libéral avant, m'a permis de pouvoir, le jour de ma première consultation, alors j'étais comme ça, hein, mais d'avoir, voilà, d'avoir ma trame, j'avais tout écrit d'ailleurs, c'était une pièce de théâtre, le truc, mais au moins, c'était rassurant. Donc, pour le côté consultation, voilà, j'avais vraiment ça qui m'a permis de bien cadrer mes consultations, en fait, de diminuer l'inconfort de commencer en tant que diète. Ok. Euh, et en fait, comme c'était tellement inconfortable les premières consultations, parce que bon, c'est pas facile, je suis restée avec l'accompagnement, les clés qu'on a avec Élise, de travailler sur l'équilibre alimentaire. Et en fait, je me suis rodée à cette façon de faire. Donc, on aborde l'équilibre alimentaire, on va aborder le petit déjeuner, ça peut être l'activité physique, tout ce qui tourne autour du patient quand même. Et effectivement, je n'avais pas forcément cette approche complètement sur le comportement alimentaire. Mon orientation, parce que c'est un peu ma philosophie d'accompagnement. Je me suis approprié les outils et avec ma pratique. Et pendant un certain temps, il n'y avait pas trop de diète comportementale dans mes consultations. En fait, je me suis rodée à avoir des consultes, à avoir des patients. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que il manquait un peu quelque chose.
J'aimais bien mes consultations. C'est pas que je m'ennuyais non plus, mais presque en disant, c'est un peu la même chose, c'est un peu la routine. Il y a quelque chose qui me va pas. Et du coup, là, j'ai remis mon nez dans mes formations diète comportementale. Je me suis pris aussi un petit peu je me suis mis un peu un coup de pied histoire de passer à l'action, parce qu'en fait, c'est ça. On, euh, on est dans de l'inconfort quand on commence les consultations. Donc, j'avais pris confiance dans mes consultations. Et puis là, il fallait retourner dans de l'inconfort, de tester des outils, de tester des choses. Et bah, on grandit dans l'inconfort, donc on y va. On teste les outils et c'est vraiment de passer à l'action. Et donc, tu as mis en place petit à petit des nouveaux outils, des choses comme ça, ou est-ce que tu t'es dit, à un moment, bah, je prends le temps et je revois toute la structure de mes consultations, tu as fait un travail pour vraiment intégrer plusieurs choses en même temps? Euh, Non, souvent, j'essaye de me prendre quelques outils. Euh, je vais faire une formation et je me dis, tiens, ça et ça, je vais essayer de les utiliser. Ça dépend en fait. Soit c'est un outil en tant que tel, vraiment, où là, ça prend toute une consultation. On va travailler avec, je ne sais pas, un- les TCC par exemple. Donc, de faire un outil là-dessus et Est-ce que vraiment. est-ce que tu peux nous dire ce que c'est TCC? Parce que je pense que du coup, tout le Euh, monde. oui, alors c'est thérapie cognitive et comportementale, mais j'ai créé un jeu tête, corps, cœur et parfois je me dis, je me challenge en disant, tiens, si ça se présente, je vais le proposer à mon patient et je Ok. vais travailler cet outil-là. C'est un peu mon challenge de me dire, je vais essayer de sortir cet outil-là en consultation. Après, ça peut être aussi juste des micro-changements. Au cours d'une formation, de ne pas pouvoir tout révolutionner, mais de mettre un peu plus dans une phrase ou deux, ou dans mon bilan, de changer quelques petites choses. Et c'est un peu comme pour nos patients. On ne peut pas changer toutes ses habitudes en un coup. Donc, il faut expérimenter, voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas, et puis réitérer ce qui marche bien pour nous et l'ancrer dans nos habitudes. Oui, puis finalement, on parle beaucoup des outils, mais en fait, c'est aussi la posture, c'est aussi une posture qui est différente. Et ça change finalement tout le cadre de ta consultation et de le déroulé de ta consultation, parce que tu as juste peut-être aussi changé ta posture en fait en consultation, tout simplement. Oui, et le terme outil est vraiment vaste. Alors, il y a l'outil vraiment de jeu ou de choses comme ça, mais ça peut être un outil juste conversationnel, juste une métaphore, par exemple. Moi, je sais que j'ai des fiches où, tiens, si on veut travailler telle ou telle chose, bah tiens, il y a cette métaphore-là qui aide, ce genre de choses. Et donc, c'est pas des outils physiques, mais ce sont, voilà, Ok. ce sont ce genre de choses. Alors moi, j'ai quand même une question qui me brûle les lèvres. C'est comment ben, tu restes, voilà, tu te dis, je reste dans mon rôle de diététicien, enfin diététicienne plutôt, et je deviens pas psy. Tu vois, comment tu arrives à trouver le juste milieu entre les deux? Parce que voilà, tu dis, je pose des questions, je fais des métaphores, voilà, j'ai tous des outils de TCC. Comment est-ce que je fais pour garder quand même ma casquette de diète et pas prendre la place de la psy? Parce que j'imagine que dans ta CPTS et tout ça, vous avez des psys. Et comment tu fais pour pas que chacun garde bien sa place, quoi. On utilise des outils que peuvent utiliser les psys, mais on garde notre référentiel en tant que diète. C'est vraiment, je sais pas, on va prendre un couteau, et ben, il va nous servir à couper un steak, et puis parfois il va nous servir à dévisser un truc, Mhm. un outil, et on en fait l'utilisation qu'on veut. Donc, on va pas travailler on travaille toujours autour de l'alimentation. Il y a des choses où on sent qu'on n'a pas la capacité de le travailler et que là, il faut orienter le patient vers un psychologue. Quand il y a des choses vraiment qui nous dépassent ou qu'on voit qu'on bute sur certaines problématiques, où là, effectivement, en tant que diète, c'est de dire au patient, là, ce dont on est en train de parler, il faudrait pouvoir le creuser et puis vraiment pouvoir travailler dessus, mais là, avec un psychologue. Après, on va utiliser des discussions, des métaphores, des choses comme ça, pour travailler les pensées, les croyances autour de l'alimentation. Et je pense que un psychologue qui n'est pas forcément formé dans l'alimentation et tout ça ne pourrait pas aussi bien travailler ce genre de choses. Bien sûr, en restant dans la bulle alimentation, mais on, on est vraiment spécialisé dans l'alimentation, nous les diètes.
Donc, vu qu'on va parler un petit peu de psychologie liée à l'alimentation, on est au plus à même de le faire. Après, il faut être aussi OK de se dire, là, ça me dépasse et de pouvoir, eh ben, comme tu disais, discuter avec un psy autour de toi, de se dire, écoute, bah voilà, j'ai telle ou telle patiente, on a telle ou telle problématique, qu'est-ce que tu en penses? Là où il pourrait dire, ah oui, là, c'est peut-être un trouble de machin, ou enfin bref, de nous réorienter. Et c'est une chose qui est hyper importante pour moi, là, de ce que je suis en train de dire, c'est de travailler en pluripro aussi. Euh, on peut avoir des cas assez complexes avec des patientes ou des patients où on a besoin d'aller voir, peut-être de discuter avec son médecin traitant, de discuter, bah, tiens, si elle a déjà un suivi psychologique, et de s'entourer en fait. Et de se dire, OK, bah là, je vais discuter de telle ou telle chose avec la patiente, mais si ça me dépasse, bah, peut-être pouvoir bah, être soutenu et en débriefer avec d'autres pros de santé. Ok. Est-ce que tu as un exemple peut-être d'un patient que tu suis actuellement et que vraiment cette pluridisciplinarité est vraiment importante et que tu as vraiment ressenti le besoin de ne pas être seule pour l'accompagner? Oui, j'ai une patiente qui est venue avec un grand passif assez lourd et donc avec qui présentait du coup de l'anorexie, où là, je me suis sentie dépassée parce qu'elle avait un gros passif d'addiction, de beaucoup, vraiment un très gros passif. Et je sais que j'ai eu la chance de pouvoir bien connaître son médecin traitant, parce qu'il est dans la MSP où je travaille. Donc, on a pu échanger sur cette patiente. J'ai pu échanger aussi moi avec des collègues parce que une personne en anorexie, je n'en ai jamais eu. Donc, c'était aussi ma première patiente anorexique et avec voilà, un bon passif. Donc là, c'est là où tout le travail du réseau et d'être accompagné est super important pour déjà moi me rassurer parce que je suis sortie de la consultation avec cette patiente en me disant, wow, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois le faire? Et là, d'avoir pu voilà, échanger avec son médecin. Donc, on reste en contact quand chacun a cette patiente pour pouvoir voir son évolution, de pouvoir discuter avec d'autres collègues diète au niveau de l'accompagnement, de pouvoir discuter aussi avec le psy qui est, enfin, voilà, vraiment d'articuler ce travail pluripro autour de la patiente pour pouvoir lui proposer le soin le plus pertinent possible. Après, sur des sujets moins complexes, ça peut être simplement d'échanger avec son médecin traitant pour bah, prévenir d'un suivi ou bien de pouvoir de poser des questions à des psys spécialisés, par exemple. J'oriente mes consultations pour avoir des personnes neuroatypiques, euh, mais je ne communique pas encore dessus frontalement. Parce que là, on parlait de légitimité tout à l'heure. Je ne me sens pas encore légitime de dire je veux accompagner des personnes ayant des TDAH, HPI, ce genre de choses. Mais par contre, je communique avec un psychologue qui est spécialisé dans la TDAH. Et donc, du coup, on a eu le plaisir de discuter pendant 1 heure et demie. Il m'a donné plein de tips pour pouvoir accompagner mes patients parce que bah, il y a de par leur fonctionnement qui est particulier, il y a des stratégies qui marchent mieux que d'autres. Et Ok. donc, du coup, euh, Et donc, Henri, psychologie comportementale, tu sais l'adapter donc pour les personnes en surpoids et en obésité. Tu sais l'utiliser aussi avec les personnes qui souffrent d'anorexie. Et alors ici, dans tout ce qui est neuroatypie, alors tu l'utilises aussi. oui, c'est vraiment de travailler le rapport avec son alimentation, avec son corps aussi, et avec sa santé. Donc, au final, on peut avoir des patients qui sont diabétiques, par exemple, et de pouvoir aussi les accompagner pour avoir bah, une belle relation avec leur alimentation. Limite, avec toute ta patientèle, tu utilises ces outils-là, en fait. C'est pas Oui, vraiment voilà, voilà, une diététicienne qui ne se dit pas spécialisée en TCA peut tout à fait utiliser des outils comportementaux. oui, bien sûr, parce que c'est vraiment un accompagnement qui est global. Après, on se spécialise en TCA pour pouvoir prendre en charge vraiment ces personnes-là je vais dire en grande souffrance. Donc, oui, si, en grande souffrance. Mais avant les TCA, il y a aussi des personnes qui ont un comportement alimentaire qui n'est pas très régulé, qui n'est pas sain. Donc, je dirais qu'un peu l'approche du comportement alimentaire serait un petit peu la préface avant les TCA. Je me sens pas de dire que je suis spécialisée en TCA, même si j'ai des formations sur les TCA, mais parce que je me sens pas encore de pouvoir prendre en charge des personnes avec une anorexie, par exemple, où là, je me sens pas encore assez formée pour le faire.
Et se former à la diététique comportementale, ça permet aussi de peut-être mieux identifier ces profils-là aussi dans nos consultations et de, comme tu dis, de favoriser le trouble. En fait, dans nos consultations en libéral, on a souvent des patients qui ont une alimentation troublée. C'est pour ça qu'ils viennent nous voir, qu'ils aient une pathologie qui nécessite d'adapter leur alimentation. Et donc, ça crée forcément des nouvelles habitudes et des dysfonctionnements parfois. Et être formé à la diététique comportementale, ça permet d'utiliser des outils pour ne pas accentuer cette relation troublée et aller vers une alimentation plus sereine, donc pas entraîner un trouble. Mais c'est vrai que ça peut aussi nous permettre, nous, de mieux identifier et donc après de réorienter, parce qu'effectivement, ça ne veut pas dire qu'après, être formé à la diététique comportementale fait de nous des spécialistes en TCA ou voilà, je pense que les formations, de toute façon, elles se font au fil des années et on devient de plus en plus spécialisé dans plein de choses, mais faut aussi reconnaître ses limites et puis réorienter, comme tu le disais, travailler en équipe pluridisciplinaire. Complètement. C'est vraiment des pathologies spécifiques. On est formé grâce à nos patients. Moi, je m'oriente de plus en plus sur les accès hyperphagiques, déjà parce que je trouve ça hyper intéressant. Et puis, c'est la patientèle que je rencontre de plus en plus. Donc, on est rodé à force, on le repère facilement et ça s'auto-alimente. Une personne qui fait du comportement alimentaire et qui se rend compte qu'elle rencontre très souvent des personnes avec une anorexie, une boulimie, bah, peut-être que naturellement, on va se former là-dessus parce qu'on le rencontre de plus en plus. Donc, on va s'auto-spécialiser de cette façon-là. À partir de quand est-ce que tu t'es dit, moi, je suis diététicienne comportementale? Euh, Comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu pour moi en tout cas, c'est un peu une philosophie d'accompagnement. Et je pense que j'ai dû le dire tout de suite. Parce que là-dessus, je sous-entends le fait que on va pas parler que de kilocal, on va pas parler que stricto sensus de l'alimentation, de l'assiette et tout ça. Et il y a vraiment cette vision du global, de comprendre comment on fonctionne. Et ça, moi, ça me nourrit énormément. J'adore ça. J'aime comprendre comment ça fonctionne. Même pendant les études, même, je dis que je pleurais devant la physio, mais de comprendre comment fonctionne le rein, je trouvais ça super intéressant. Je ne ferais pas de la néphro, mais je trouvais ça super intéressant. Et donc, du coup, comprendre comment fonctionnent les gens, pour moi, ça fait partie de la diète comportementale. Et c'est ce sur quoi je voulais travailler. Donc, j'ai mis cette casquette-là depuis le début. Parce que Ouais, moi, je me souvenir quand tu as commencé les formations chez nous, même tu dis, voilà, au début, j'ai travaillé un peu de manière classique, sans intégrer spécialement les outils. Voilà, pour moi, dans ma tête, en fait, j'étais un peu surprise de ta réponse parce que dans ma tête, moi, tu avais intégré enfin, assez vite les outils de diététique comportementale et enfin, pour moi, tu étais assez vite rentré dans ce type de prise en charge, en tout cas. Dans mon discours, oui. Cette notion d'expérimenter, de tester des choses, de respecter aussi les pensées qu'on peut avoir et tout ça. Euh, En fait, comme je le disais en intro, je fais un accompagnement que moi, j'aurais voulu avoir il y a 10-15 ans. Et en fait, j'aime pas déjà qu'on me dise ce que je dois faire. J'aime pas les choses trop carrées, trop strictes, trop droites, ni tout ce qui est cours magistral. Donc, naturellement, j'ai fait des consultations où bah, il y avait beaucoup d'échanges. Je ne suis pas là pour leur dire quoi faire aux patients, mais pour les conseiller et puis les orienter. Donc, voilà, c'est dans ma façon de faire. c'est intéressant la question d'élite parce que en fait c'est vrai qu'on entend beaucoup ce terme et on le voit sur Instagram, les diètes psycho-nutrition, diététique comportementale et nous c'est comme ça aussi qu'on a eu l'idée de faire ce podcast-là parce qu'en fait on voit ce terme partout et en fait mais qu'est-ce que c'est une diète comportementale? Et c'est important de dire que alors ce que tu dis là c'est que déjà dans ta posture dès le début tu savais que tu voulais aller creuser ce sujet-là. Mais c'est important de dire que c'est après important de se former aux bons endroits, aux bons endroits, avec des diètes déjà spécialisées dans la diète comportementale pour après avoir vraiment les outils et les bonnes manières de faire, j'ai envie de dire, parce que c'est intéressant de se dire diète comportementale. Ça veut dire qu'on a déjà fait un peu le switch dans sa tête et dans sa posture de se dire, bah, voilà, moi, je veux pas forcément remettre une ration, voilà, sortir un petit peu de ce qu'on nous apprend dans le BTS, mais ça suffit pas. Il faut après bah, se former et bien utiliser les outils,
comme on le disait, avoir aussi, se fixer ses limites, rester dans le rôle de l'alimentation, enfin dans le sujet de l'alimentation, travailler avec une équipe pluridisciplinaire, enfin ça implique quand même des choses, cette posture de diète comportementale, et c'est important, quoi. Complètement. C'est la formation, c'est indispensable. Enfin, on ne peut pas utiliser, enfin, il y a des outils qu'on va utiliser, mais de pouvoir avoir un feedback aussi, parfois, de discuter avec d'autres diètes en disant, bah voilà, tiens, je fais ça ou telle manière, de pas nuire à ses patients. Parce que, effectivement, on va parler un peu, bah, pas un peu, mais on va parler du passé, de comment les accompagner et pas les accabler si on n'est pas formé. Ça, je, enfin, j'avais cette casquette de diététique comportementale parce que je me suis formée avant d'ouvrir mon cabinet aussi. Mm. C'était pour moi impensable de ne pas me former. Pour ce que dont tu parlais tout à l'heure, de la légitimité déjà, de se dire, voilà, j'ai eu des formations, je peux m'y replonger quand j'ai besoin et ça nous rassure. Après, il faut faire attention aussi avec les formations parce qu'on peut adorer se former, faire moult formations, et si on met pas les actions, si on met pas les choses en place, bon, bah, pas beaucoup d'intérêt non plus. Donc tu disais que oui, la diététique comportementale, c'est des outils que tu utilises vraiment avec tous tes patients, peu importe un petit peu leur motif de consultation. Est-ce que c'est difficile de faire de la diététique comportementale? Est-ce que toutes les diététiciennes pourraient se former et faire de la diététique comportementale ou pas? C'est difficile dans le sens où on est un petit peu à contre-courant, on va dire, de tout ce qui a pu être fait. Donc, on va parler Moi, je parle énormément du plaisir à manger, qui est hyper important. Et forcément, les patients sont aussi désarçonnés. Quand le nombre de patients qui viennent en premier rendez-vous, et je pense que pour vous, c'est pareil, et qui vous disent ah, hier, j'ai mangé, je sais pas où, ou bien j'ai mangé une brioche, ou enfin, c'est le repas du dernier condamné, là, dernier repas du condamné avant de venir voir la diète. Et moi, presque je lutte un peu sur là-dessus de pouvoir de leur dire, bah non, l'alimentation, c'est du plaisir. Et ensemble, on va voir pour comment mettre du plaisir dans votre alimentation, tout en prenant soin de la relation au corps, de cette notion de poids, parce que la plupart des patients qui viennent me voir, moi, c'est vraiment cette notion de poids qui est derrière à chaque fois. Et donc, du coup, de pouvoir un petit peu articuler tout ça. Et c'est difficile, donc toi tu dis par rapport aux patients finalement qui s'attendent peut-être pas à ce que tu adoptes une démarche comportementale et qui a un peu peut-être des clichés aussi sur la diète et qui s'attend à repartir avec son plan alimentaire. Toi tu trouves que c'est ce côté-là qui est difficile, c'est face aux patients d'arriver avec des outils peut-être auxquels ils s'attendent pas et une démarche de soins auxquels ils n'avaient pas pensé peut-être. Oui, c'est ça, il faut déconstruire un petit peu toutes les croyances qu'ils peuvent avoir. Il faut les psychoéduquer aussi sur le fait que son corps, son poids, on n'en fait pas ce qu'on veut. Que ça fait, je sais pas moi, 40 ans qu'on entend que on peut maigrir comme on veut, on fait ce qu'on veut avec son poids, alors qu'on sait qu'au niveau des études, les régimes, on a 95% de, d'échecs. Et donc, du coup, c'est aussi ce qui est difficile aussi en tant que diète, c'est que parfois de se dire, d'avoir la posture de dire à son patient qui vient nous voir en disant, je veux perdre 40, 50 kilos en venant vous voir et en parlant alimentation, et d'avoir D'avoir le voilà, courage. la bienveillance et puis l'éthique de leur dire ensemble, on ne pourra pas faire en sorte que vous allez perdre 40 kilos, c'est pas possible. Ou bien alors vous allez manger de la soupe aux choux pendant 3 mois. Mais là, je suis plus dans ma posture de soignante parce que là, je prends pas soin de votre santé physique, mentale ou sociale. Donc, c'est pas dénué de courage de faire ça et de dire à son patient, là, vos attentes, elles sont irréalisables. Et c'est pas facile. C'est vraiment l'une des choses les plus inconfortables pour moi, en tout cas, parce que là, l'empathie prend le dessus dans ces moments-là et il faut réussir à garder cette posture et de ne pas faire de transfert. Et après, de les accompagner en disant, voilà, il y a des solutions et puis de leur proposer de les accompagner, ça c'est sûr. Mais c'est pas toujours évident. Ouais, d'accueillir la déception du patient derrière par rapport à ses attentes, que si lui fais un plan alimentaire et que tu lui dis, tenez monsieur, suivez ça à la lettre et vous perdrez vos 50 kilos, tu te dégages. Et puis, on n'est pas formé aussi à accueillir à provoquer des émotions qui soient désagréables aux patients. Dans notre
cursus ou même dans notre nature, on n'a pas envie. On n'a pas envie de provoquer des moments désagréables aux patients, mais il faut bien. Et c'est pas toujours évident. Donc ça, c'est une des choses qui est difficile, je trouve. Mhm. Est-ce que au niveau du développement de ta patientèle, enfin je développe, enfin désolée Marie, moi je dévie sur les questions. Est-ce que par rapport au développement de ta patientèle, est-ce que ça a permis de voilà, d'avoir que tu aies une approche peut-être différente des autres diététiciennes de ta région? Est-ce que ça a permis de te faire plus facilement connaître, d'avoir plus de patients? Ça me permet d'avoir les patients que je veux. Comment dire? J'ai une approche aussi avec les jeux assez ludiques, assez colorés. Et donc, du coup, j'ai des patients qui sont aussi un peu en recherche de ça, de faire des activités, de pouvoir avoir une vision un peu différente de la diététique et donc de ne pas avoir quelqu'un d'hyper strict. Alors, je parle de ceux qui m'ont connu, peut-être pas forcément qu'avec Doctolib, mais qui me connaissent un petit peu, voilà, accrochent avec cet univers-là un petit peu différent. Et donc, du coup, ça, c'est super sympa parce que c'est les patients avec qui j'adore travailler. Mhm. Et finalement, de communiquer sur ta façon de consulter, ça te permet de limiter cet inconfort qu'on disait là, d'avoir des patients qui arrivent en ayant l'idée d'avoir un plan alimentaire, un régime restrictif et qui sont dans cette recherche-là. Finalement, là, ils sont un peu au courant que toi, tu ne fonctionnes pas comme ça et donc ça peut limiter un petit peu cet inconfort-là de consultation. Ils sont déjà au courant de comment tu fonctionnes, quoi. Complètement. Et c'est important que ce soit pour eux, parce que j'ai eu une fois une patiente qui était une grande sportive et qui est venue me voir dans l'objectif de performance sportive et tout ça. Donc, ensemble, on a fait le point sur son alimentation, on en a discuté un petit peu, mais elle est pas revenue. Il n'y avait pas je ne correspondais pas à ses attentes et c'était tout à fait OK de lui dire, bah, voilà, on a travaillé un petit peu, elle avait des pistes de travail, mais j'étais pas la diète qui lui correspondait. Et c'est tout à fait OK. Cette patiente-là, j'avais pas forcément non plus les outils aussi pour l'accompagner. Et puis, c'est pas forcément mon champ je sais pas que j'avais pas envie de l'accompagner, c'est pas le bon terme, hein, mais voilà. T'avais pas le feeling avec cette patiente-là. Ouais, bah, ça m'intéressait pas, c'est dur à dire, mais c'est aussi ça qui est important aussi dans notre métier, c'est de faire ce qui nous fait kiffer. Ou en tout cas, c'est ma vision. Je fais ça parce que j'adore ça. Et d'avoir un ou une patiente qui, avec un peu d'hyperphagie, et puis il y a des choses à creuser sur, peut-être, enfin, c'est génial. Et c'est ça qui moi, me plaît et qui fait que j'adore aller en consulte. C'est ça aussi qui est important, c'est de faire de la diète comportementale. Ok, mais si ça vibre avec ce que tu veux faire. Au niveau de ma communication aussi, du coup, si je rebondis sur la question, des choses qui étaient importantes pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, le côté ludique et tout ça. Et quand je parlais d'un suivi qui me ressemble, une des choses dont je voulais mettre en place, c'était de pouvoir rester en lien avec mes patients entre les consultes. Pour avoir fait des consultations diététiques où, alors ça se passe bien, on discute, machin et tout, on a nos objectifs, les choses qu'on a à tester et tout ça. 3 jours après, il fait moche, on n'a plus envie, machin et tout ça. On ne sait plus ce qu'on doit faire. On est un peu démotivé. Il faut peut-être parfois, si c'est, je sais pas, remplir un carnet ou ce genre de choses. Et c'est quelque chose que je voulais un peu enrayer dans ma pratique, dans le sens où le fait de rester en contact avec mes patients, c'est quelque chose sur lequel je communique aussi beaucoup, pour qu'il y ait un petit peu ce lien et ce côté, vous n'êtes pas tout seul. Ok. On se voit dans les consultations, on n'a qu'une heure ensemble pour travailler. On peut être hyper efficace, hein, c'est sûr, mais en même temps, ça ne va pas faire des miracles. Ça ne va pas permettre de pouvoir changer des choses au long terme. Ça prend du temps. Et pour éviter aussi que les patients se sentent un peu perdus, se sentent découragés. Du coup, j'utilise beaucoup l'appli patiente. Du coup, tu Mon suivi diète, on peut citer. mon suivi. Je peux le citer, ça va. J'utilise mon suivi diète avec les patients. Et ce que j'adore faire, et là, c'est
piqué plus à Élise, hein, mais c'est avec les patients tous les lundis de leur envoyer les lundis du succès, de savoir qu'est-ce qui s'est bien passé durant leur semaine et de pouvoir orienter aussi un petit peu les patients sur le positif et de pouvoir nourrir un petit peu leur optimisme, leur optimisme un petit peu. Parce que la plupart du temps, quand ils viennent en consulte, c'est bah, j'ai pas fait ça, j'ai eu du mal à faire ça, j'ai eu des difficultés. Alors que dans un premier temps, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui s'est bien passé. Et donc, du coup, de pouvoir avoir ce lien entre les consultations, de un coup de temps en temps leur demander bah tiens, comment ça va? On se voit dans 15 jours, est-ce que tu as besoin de quelque chose et tout ça? C'est important et parce que parfois on ne se rend pas compte, mais nos patients sont dans bah, ils sont pas hyper bien et tout ça. J'ai eu, bah, pas plus tard que la semaine dernière, une patiente qui me met un grand message que ça va pas, que avec les vacances, il y a eu une prise de poids et qui était vraiment, vraiment pas bien et de pouvoir la rassurer, de pouvoir, on va en discuter, il s'est passé telle et telle chose, bah, on va en discuter. Bah, en quelques lignes, elle a su me dire, bah, c'est ce dont j'avais besoin en fait, merci. Mm. Et ça, je trouve ça hyper important de pouvoir garder ce lien. Un peu comme nous, quand on travaille en pluripro, c'est chouette de pouvoir envoyer un message à un collègue en disant ah, je suis perdu, c'est un peu la merde. Et ben, les patients, bah, ils peuvent le faire aussi. Et ça, je trouve ça hyper important. Oui, c'est vrai que l'appli a ce côté travailler sur la motivation du patient et puis après aussi le faire travailler lui sur Bien son sûr. comportement alimentaire, hein. Nous, on a complètement pensé le développement de l'appli dans une approche comportementale avec vraiment cette idée de le faire explorer ce qui fonctionne pour lui, ce qui fonctionne moins bien, qu'est-ce qu'il arrive à mettre en place, observer ses schémas de pensée au fil de la journée. Enfin, on a vraiment conçu l'appli comme ça. Et puis pour travailler aussi sur la motivation au quotidien, la mise en place de nouvelles habitudes, ça aide aussi à rester dans cette dynamique-là, quoi. Complètement. Et le plaisir aussi parfois de pouvoir revenir dessus. Quand je parle des choses positives, moi j'aime beaucoup en consultation revoir le journal alimentaire où ils me disent oh là là, c'était une catastrophe et tout ça. On regarde ensemble. Je dis ben, c'était une catastrophe. Un repas sur les 7 de la semaine. Est-ce que tu penses vraiment que Ouais. c'était une catastrophe? Et de pouvoir eux aussi parfois euh, prendre du plaisir aussi. Et moi j'ai une patiente qui me faisait des assiettes. Franchement, j'aurais pu les mettre sur Instagram, ces photos du petit déjeuner. Sublime. Et elle me dit, bah, comme je dois le prendre en photo, eh ben, je me fais un super plateau et tout. Et même au niveau des assiettes, elle me dit, bah, je trouve que le fait de prendre en photo, bah, je prends je mets un peu plus de couleurs et tout ça. Ça permet Oui, aussi parfois oui. aux patients de leur dire, mais tu as craqué sur, je sais pas moi, des chips là en soirée. Quand on regarde ta journée, t'as pas un truc de croquant, de craquant dans ton repas. Forcément, enfin, ça permet aussi d'analyser certaines choses et les patients de prendre conscience aussi de certaines choses. Quand on voit que tu as toute une semaine de poulet vapeur et de biscottes avec de la margarine, on me dit, mais ta semaine, elle est chiante. Et fait que après tu me dises qu'il y a eu un week-end où tu as craqué en vrai, mais qu'est-ce que tu en penses de la semaine que tu viens de passer et ça, voilà, c'est vraiment un outil aussi de travail, ça c'est sûr. Super. Quel conseil, Cassandre, est-ce que tu pourrais donner à une diététicienne ou un diététicien, on est pas, qui voudrait s'initier à l'approche comportementale? De se former. Euh, bah, ouais, ça va être vraiment de se former, de pouvoir bah, écouter en première intention, d'écouter un peu les podcasts. Ça peut être de regarder sur YouTube, de voir un petit peu ce qui existe, parce qu'il y a quand même beaucoup de contenu. Ça peut être Oui, est-ce que si tu as des ressources, des contenus à partager, ça peut être sympa d'en citer quelques-uns de choses qui t'ont vraiment inspiré? Parce que voilà, c'est quand même, même si on se dit pas, comme tu dis, diététicienne comportementale, je pense que c'est quand même des messages, parler la notion du plaisir, la notion de texture au repas, etc., du visuel dans les assiettes. Voilà, c'est quand même des choses que toute diététicienne, même non formée enfin, à la diététique comportementale, peut aborder dans ses consultations, hein. Donc, l'un des premiers podcasts qui a mis mon premier pied vraiment dans les comportements, enfin dans les diètes comportementales, c'était dans la poire de Charles Bruno. J'adore le podcast, mais là c'est québécois, c'est Zone Grise. Et donc du coup là c'est une diététiste et qui aborde énormément l'image corporelle, qui est vraiment très sur
la- la- euh, qui est vraiment sur l'image corporelle. Enfin, voilà, j'adore ce podcast. Beaucoup de psychologie aussi. Après, il y a Florian Saffer avec le CFDC dont j'ai parlé tout à l'heure, où j'ai fait pas mal de formations avec lui, de e-learning, les études de cas qu'il fait, ça, je trouve ça, c'est des pépites dans le sens où c'est vraiment des petites capsules qui permettent de changer des petites choses dans nos consultations et qui font que quand on n'est pas hyper à l'aise de tout changer d'un coup, au moins on plante des petites graines. Ouais, puis ce qui est bien avec les cas cliniques, c'est que donc c'est très concret, on peut tester ça après en consultation et surtout on peut venir en discuter en live avec d'autres diètes et ça on en a parlé, le fait d'échanger avec d'autres diètes, avec d'autres professionnels de santé, je trouve que c'est ça aussi qui nous pousse, voilà, quand on se sent pas légitime, quand on a testé un truc et puis que ça a complètement foiré en consultation, hein, ça arrive, hein, des fois on teste des outils, on n'y arrive pas du tout, le fait d'en parler, je trouve que ça c'est hyper précieux d'avoir cet endroit-là pour aussi poser ces questions, dire mais là, mais je m'en sors pas. Je sais que les lives, c'est sûr, c'est souvent ça. On arrive avec un cas, ouais, mais dans ce cas-là, j'ai fait ça, ça n'a pas du tout marché. Et puis là, ensemble, voilà, puis avec l'expérience de Florian, on arrive à trouver des solutions et des choses qu'on aurait pu faire différemment et puis de repartir voilà, avec du positif, quoi. Mhm. Complètement. Donc les podcasts, c'est tout à fait gratuit évidemment pour les écouter. Et les formations de Florian Saffer, c'est des formations qui sont aussi assez abordables, je pense, au niveau de ces tarifs. Donc là aussi, c'est des formations qui peuvent aussi être facilement faites en début de... Voilà, comme toi, tu t'es lancé, voilà, c'était pas non plus un budget énorme. Enfin, je pense, je ne sais pas quel budget tu as mis dans tes formations, Cassandre, quand tu t'es lancé en libéral, mais c'est des formations qui sont tout à fait abordables par rapport à peut-être un DU ou quoi, où les tarifs seraient plus importants. On mettra aussi peut-être les liens tu parlais de lecture que tu lisais beaucoup. Voilà, si tu pourras nous prendre le temps peut-être de lister un petit peu les livres qui t'ont aidé. Nous, on aime bien ça avec Élise aussi, donc on pourra mettre les titres et aussi mettre ça dans la description du podcast pour ceux qui et celles qui sont intéressés. Oui, avec plaisir. Je te les donnerai après parce que moi et les noms, c'est une catastrophe. Mais ma liseuse n'est jamais loin. Génial. Ok. On mettra tout ça après. Si tu devais retenir un seul bénéfice que ça a apporté à ta pratique, ces formations sur de la diète comportementale, qu'est-ce que ce serait? Comment dire? Valider le fait que ce que je mets en place, c'est correct. C'est pas très français dit comme ça, mais euh, de se rendre compte qu'on ne s'est pas trompé. C'est quelque chose que j'aurais voulu avoir travaillé il y a quelques années et de pouvoir le mettre aujourd'hui en place, acter, que ce soit scientifiquement une approche qui est respectueuse de la relation qu'on a avec soi, la relation qu'on a avec son corps, fait que j'ai l'impression d'aller dans la bonne direction, hein. Que ce soit avec mes patients, mais que ce soit aussi avec moi-même. Parce que c'est pas toujours évident non plus en formation de travailler quand on fait formation psychocomportementale et qu'on fait des jeux de rôle. Très souvent, on essaye de prendre un patient ou quelqu'un d'imaginaire. La plupart du temps, on parle quand même de soi. Donc, il y a ce côté-là de pouvoir apporter des choses et de faire grandir mes patients, mais j'ai jamais autant évolué que en tant que personne depuis 1 an et demi. Toujours dans l'inconfort, hein. Assez dans l'inconfort, hein, mais et ça, c'est très aligné avec ce que j'imaginais et ce que je veux continuer à mettre en place. Ok, ouais, Et c'est les très... retours de tes patients aussi, j'imagine, vont Ouais. dans ce sens-là. Oui, oui. Et c'est agréable, hein, on va pas se mentir, voilà, de se rendre compte qu'on fait du bon boulot, ça fait du bien. Et, d'avoir enfin trouvé aussi ce qui nous anime, de se réorienter. Alors, j'avais, je sais pas, 26 ans, mais après avoir fait plein d'études différentes, d'avoir fait plein de choses différentes. Et ce qui est aussi euh, Euh, ce qui est chouette, c'est aussi de se rendre compte que, parce que j'ai travaillé, j'ai fait de l'art, j'ai fait du design, j'ai fait de la petite enfance, et aujourd'hui dans les consultations, je propose des jeux où je peux faire des dessins, je crée aussi des choses, et donc du coup je retrouve aussi un petit peu ça, de tout le bagage que j'ai eu, que ce soit alors personnel, mais aussi professionnel, hop, ça, tout s'aligne.
C'est plutôt... Ouais, c'est bien, t'as vraiment poussé le truc d'aller dans la direction que tu souhaitais. Bon, ça, à mon avis, il y a quand même Diète en transition qui est passé par là, parce que je pense que le soutien d'Élisée Nicolas, ça aide quand même aussi peut-être à aller vraiment vers... enfin, je ressens ça, moi, quand même des diètes qui sont suivies, qui suivent les formations Diète en transition, où on nous pousse à aller vers ce qui nous anime et à se servir de toutes nos compétences et de tout ce qu'on aime aussi, et pour que ça se retrouve dans nos consultations, ça c'est chouette. Bon, bah merci beaucoup, Cassandre, en tout cas, pour ce retour d'expérience très concret, de nous avoir montré un peu tes coulisses de consultation aussi et de ton évolution. C'était hyper intéressant. Moi, ce que je retiens, en tout cas, j'ai pris quelques petites notes pendant que tu parlais, parce que tu as vraiment parlé de plein de choses vraiment très intéressantes. Euh, Là, j'ai vraiment retenu le fait, voilà, que tu milites en tout cas sur le fait d'exercer une diététique, hein, voilà, même voilà, en gardant toujours bien ta casquette de diététique, et je pense que ça, tu l'as bien expliqué aussi, que voilà, que tu parlais alimentation et que c'était normal, et que tu n'étais pas psy. Et toujours, voilà, en étant bien aligné, en accord en tout cas avec ce que tu proposes, et toi, voilà, de pouvoir se mettre à la place du patient et se dire, moi, purée, qu'est-ce que j'aurais bien aimé voulu avoir comme conseil, qu'on soit déjà allé consulter ou pas une diététicienne, qu'on ait eu besoin ou pas, voilà. Mais je pense te dire, eh, purée, si j'étais à la place de cette personne-là, mais de quoi est-ce que j'aurais voulu avoir besoin? Et ça, je pense que c'est toujours important d'avoir ça en tête et de pouvoir de ce fait-là être hyper fier de son travail, se dire, voilà, je fais du bien à la personne et voilà, ce que je lui propose en tout cas, c'est vraiment qualitatif. Et puis aussi, autre chose que j'ai relevé, c'était oser sortir de sa zone de confort, hein. Je pense que quand on est en libéral, si on ne sait pas sortir de sa zone de confort, il faut pouvoir faire autre chose alors, parce que sinon, on n'est pas au bon endroit. Donc voilà, de pouvoir se dire que oui, parfois, il y a des consultations qui foirent, on teste un outil et ça peut pas fonctionner du premier coup, et il faut recommencer et rechanger, remodifier pour que ça fonctionne, qu'on se sente mieux. Et voilà, et oser voilà, arrêter de faire comme on faisait avant ou arrêter de faire comme les autres font pour pouvoir vraiment proposer une méthode de consultation qui, euh, qui est pertinente en tout cas pour soi. Et, euh, Et alors, et pas vouloir aussi, et alors, une dernière chose, voilà, c'était que j'avais noté aussi, c'était pas vouloir tout révolutionner du jour au lendemain, parce que ça, on se rend compte que c'est pas possible non plus. Mais comme tu l'as fait et comme tu l'as bien expliqué, voilà, d'y aller petit à petit, déjà de bien à l'aise sur le fait de recevoir, d'accueillir tes patients, de pouvoir gérer une consultation, et puis petit à petit, d'amener de nouveaux outils, de tester de nouvelles choses en consultation. Donc ça, je pense que c'est des messages bien garder en tête, en tout cas. Merci, merci pour tout, Cassandre. Merci pour ta bonne humeur, ton partage et tout ça, tout ça. On peut te suivre, on pourra peut-être te donner les coordonnées aussi pour ceux qui veulent te suivre sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que c'est sur Instagram que tu es le plus actif, si je ne me trompe. Donc, Oui, la Panda Diète. c'est Donc, ça. voilà, ça, on mettra bien tes coordonnées aussi dans la description, comme ça. Voilà, pour ceux et celles qui veulent te poser des questions ou te suivre, en tout cas sur les réseaux, ils pourront le faire sans souci. Avec grand plaisir. Et puis, on a un peu parlé de Mon Suivi Diète dans l'épisode. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le site Mon Suivi Diète. Vous avez la possibilité de tester l'outil gratuitement. Et il y a aussi une chose qu'on met en place sur Mon Suivi Diète, c'est les masterclass qui sont gratuites pour tous les abonnés, qui sont des formats mensuels où on invite des diètes, souvent issues de la diététique comportementale, hein, qui viennent intervenir sur des thématiques très différentes. Mais pour nous, c'était important justement aussi d'avoir cet aspect un peu formation continue pour nos abonnés pour voir aussi comment d'autres diètes utilisaient les outils avec tel ou tel patient dans telle ou telle approche. Et justement, en se disant, on n'est pas toutes formées à la diététique comportementale. Et donc, quand on commence à utiliser mon suivi de diète, comment je peux le mettre en place avec mes patients pour que ce soit le plus efficace possible. Donc, c'est comme ça qu'on a démarré ces formats masterclass. Ça nous paraissait important de proposer ce type de formation en plus. Donc voilà, il y a une page sur le site Mon Suivi Diète dédiée au masterclass si vous voulez aller voir les thématiques abordées et puis les diètes qui interviennent pour nous. Et puis, si vous souhaitez aussi vous former, comme Cassandre l'a fait, que ce soit au niveau de la structure, de la consultation, mais aussi de son développement dans son activité libérale pour se faire connaître, mais aussi d'être outillé au niveau des jeux, tu as parlé, Cassandre, au niveau des jeux Ludiconsulte. Si vous
vous voulez savoir si ces outils, si ces accompagnements pourraient vous aider dans votre pratique, vous pouvez prendre rendez-vous avec notre équipe et on en discutera en face à face et comme ça on pourra vous aider, vous accompagner au mieux par rapport à vos besoins actuels. Et je mettrai les liens dans la description aussi sur YouTube. Merci beaucoup à toutes les deux. Marion, on se revoit dans un prochain épisode. Cassandre, au plaisir de se recroiser en vrai aussi parce que Cassandre, on n'a pas dit au début, mais avait été une super coach quand on avait fait la rencontre entre diètes à Marseille au mois de mars là, 2025. Et donc, voilà, au plaisir de pouvoir aussi réitérer l'événement à un autre endroit peut-être, en Belgique, je ne sais pas. Merci à vous deux et à bientôt. Ciao, ciao, bonne journée.